Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Monsieur le docteur Olivier Chambon et nous allons parler du livre, je vais vous le montrer ici. Alors, c'est Psychédélique et entre science et spiritualité. Alors, bienvenue, docteur Chambon. Merci d'être là aujourd'hui. Merci Suzy, merci à toutes et à tous. Alors, c'était important pour moi de vous voir en entrevue. J'avais envie d'en apprendre plus. J'ai mis sur notre site Internet une chronique de votre livre. J'osais pas trop demander une entrevue parce que je voulais vraiment rendre l'appareil à ce livre-là parce que, mais il y a des termes qui sont scientifiques, alors je voulais vraiment que ce soit bien fait. Alors, docteur Chambon, vous êtes psychiatre, psychothérapeute, conférencier, vous êtes formé au chamanisme et vous avez coécrit le livre avec Stéphane Schillinger, c'est comme ça qu'on Oui, dit son oui nom? c'est ça, Schillinger. Schillinger. Donc, il est consultant conférencier, il est suivi par plus de 180 000 personnes sur les réseaux sociaux et vous avez coécrit Psychédélique en sciences et spiritualité aux éditions Guy Daniel. Aujourd'hui, Monsieur Schillinger ne pouvait pas être là, donc on va faire l'entrevue ensemble. Alors, bienvenue. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de votre parcours? Oui, alors moi j'ai eu un parcours tout à fait classique, pour pas dire matérialiste, c'est-à-dire une formation médicale où la Oui, matière est première et la conscience très secondaire ou contingente. C'est ça qu'on appelle le matérialisme, hein. oui, Et où le cerveau crée la conscience. Et s'il y a une atteinte au cerveau, il n'y a plus de conscience. Et quand on meurt, il n'y a plus rien. Ça, c'est le modèle matérialiste qu'on oui. nous apprend pour nos études médicales. Et puis, parallèlement à ça, j'ai commencé à m'intéresser aux états élargis de la conscience à travers une formation à l'hypnose, puis à l'EMDR, puis ensuite effectivement au chamanisme, m'intéresser aussi à ce qui arrive dans ce qu'on appelle les expériences périmortelles, juste avant la mort, pendant la mort et après la mort. Il y a tout un champ d'exploration qui a été repris d'ailleurs par le modèle post-matérialiste, qui dit que la conscience est première et la matière n'est qu'un des états particuliers de la conscience, des secondaires seulement. Ce qui explique beaucoup mieux ces phénomènes-là, c'est-à-dire que quand le cerveau s'arrête, il y a une conscience qui est accrue, et qui est capable de performances incroyables, comme dans les expériences de mort imminente, par exemple. Donc voilà, avec cet autre modèle, avec cet autre point de vue, avec cette autre expérience du côté curatif des états élargis de la conscience, je me suis tout naturellement aussi intéressé, oui, comme vous le dites, au chamanisme et au psychédélique, qui sont une méthode, qui constitue une méthode, certes qu'il faut manier avec beaucoup de prudence et de connaissance, mais qui permettent à tout à chacun, sauf quelques contre-indications bien entendu, de vivre un état très élargi de la conscience, pratiquement à chaque fois qu'il y a prise de substance, quand c'est dans un contexte favorable. Bien entendu, contexte Oui. favorable, ça veut dire quand ces substances qui sont des super médicaments, donc nécessitent de super précautions, sont préparées, sont accompagnées, puis ensuite sont intégrées. Mhm. Donc il y a ces fameux 3 temps. Et autour de ces 3 temps, il y a le fameux set et setting, c'est-à-dire le cadre intérieur, les prédispositions de la personne, ses intentions, ses motivations, ses croyances, Exact. son humeur avant la séance. Et Oui. puis il y a le setting, c'est-à-dire le côté, le cadre matériel et relationnel. Et là, relationnel, c'est vraiment la relation avec le thérapeute qui doit être une relation de sécurité, de confiance, voire de confort même, qui est primordial. On sait que le cadre et le respect des règles, ça fait plus de la moitié, moi j'ai toujours, enfin, 70% de l'expérience, n'est pas lié directement à la substance, mais à tout ce qui l'entoure. Mm. Parce que mal entouré, ça peut faire des expériences désagréables, voire même, on pourrait dire qu'il y aurait des conséquences psychologiques négatives. Oui. Et bien entouré, au contraire, c'est un puissant levier de changement, d'évolution, de transformation même de la personne et de la personnalité. Donc, je dis toujours, les psychédéliques, c'est un peu comme les couteaux ou les voitures, hein. Quand il y a un accident ou quelqu'un qui se fait gorger, c'est ni la faute du couteau, ni la faute de la voiture. C'est la faute du conducteur ou de celui qui tenait le couteau. Exact. Donc, donc ce sont des instruments puissants, donc ça veut dire, les psychédéliques, donc ça veut dire des habiletés toutes particulières pour
prendre, savoir prendre avec la bonne attitude. On dit toujours qu'il y a trois, c'est trust, be open, let go. Faites confiance, ouvrez-vous et laissez aller. Mais aussi préparez-vous en apprenant déjà à l'avance sur quel genre de phénomène vous risquez de tomber. Est-ce que vous avez des traumatismes non résolus, des énergies bloquées avant de commencer la substance, parce que ça peut jouer, ça peut interférer, etc., etc. Je ne veux pas revenir dans le détail, parce que là, il faudrait beaucoup Non, plus mais de... c'est ce que j'ai aimé de votre livre, c'est que Oui, on demande de prendre les précautions eh nécessaires. oui, Et ce n'est pas tout le monde qui ont un état psychologique prêt à vivre ça. Et ce n'est pas une expérience qui peut être facile. non. Tiens, vous mettez l'accent là-dessus, c'est ce que j'ai aimé. Dans une thérapie, une psychothérapie quelle qu'elle soit, Ouais. même entre guillemets la plus légère soit-elle, il y a toujours un moment où du matériel inconscient, émotionnel, traumatique, transgénérationnel, voire l'inconscient collectif, voire plus, mystique, arriver. Mm. Et si les personnes n'y sont pas préparées, et ne savent pas quoi en faire, et ne savent pas comment l'intégrer, ça va servir à rien. Mhm. Et c'est quand il y a du matériel douloureux et difficile qu'on bat le fer quand il est chaud, comme on dit. C'est là que ça devient intéressant. Mais encore faut-il savoir le manier. Si on ne sait rien en faire, il risque d'y avoir un retraumatisme. Ouais. Donc j'en parle comme ça aujourd'hui parce que ça devient tellement à la mode. Tout le monde en parle et tout le monde, comme de la société occidentale, veut immédiatement consommer, veut immédiatement faire Exactement. ces fabuleux voyages dont on nous parle tant et qui ont l'air si géniaux. Et mon copain, ma copine, elle a fait une aventure et moi aussi je veux faire cette aventure. Moi aussi je veux avoir des choses à raconter. Moi aussi je veux en être de la partie, etc. Oui, peut-être, mais c'est pas la meilleure façon de procéder. C'est vraiment des substances qui invitent le sacré dans nos vies, qui invitent le merveilleux, qui invitent l'étonnant, qui nous donnent des ressources, des informations qu'on n'a pas dans notre petit moi habituel. Mhm. Donc, ce sont donc dans des champs indépendants de notre conscience qu'on peut connecter. Ce sont des connecteurs, les psychédéliques, des catalyseurs. Et c'est pas eux qui créent les choses qu'on voit, comme le microscope ne crée pas les bactéries ou le télescope ne crée pas les étoiles, mais il permet de les voir, il permet de les contacter, il permet de s'y reconnecter et d'en profiter pour évoluer. Ouais. Parce que le petit moi, le petit ego n'a pas les ressources suffisantes. Lui, il cherche toujours à régler les choses de la même façon avec ses mécanismes de défense habituels, Ouais. son ignorance habituelle. Donc là, ça nous connecte à plus sage, plus grand, plus riche, plus lumineux, plus aimant que nous-mêmes. Mhm. Très bien. Mais ça, c'est si justement on utilise la bonne technologie du sacré ou du lumineux, comme dirait Jung, ou la bonne technologie avec respect et honorer ces substances pour ce qu'elles sont. Parce que pour nous, occidentaux, dans les cliniques, là on est en train de voir ça comme des sortes de super médicaments, il ne faut pas oublier qu'il y a des millénaires où les peuples premiers, et pas primitifs, mais premiers, c'est important, parce qu'ils sont vraiment premiers avant nous, plus avancés dans la technologie du sacré et des états élargis de la conscience, Ouais. donc ils ont beaucoup à nous apprendre. Donc ça fait des milliers d'années qu'eux, ils savent bien que ces substances sont aussi des plantes qui ont une sorte de conscience, on appelle ça des plantes enseignantes ou plantes maîtresses, et qu'elles ont un monde, et que c'est dans ce monde qu'on s'immerge et qu'on connecte, et c'est ce monde-là qui nous aide à nous transformer. Donc il y a vraiment, de la part des peuples premiers, un respect immense. Et pour eux, ce serait non seulement un sacrilège, mais ce serait prendre de graves risques que de souiller ces plantes par un mésusage, Mm. ou de les prendre comme un esclave, un valet qui ne sert qu'à Mm. se faire valoir et à augmenter notre narcissisme. Donc, attention, hein, je veux dire, c'est des organismes vivants, donc ça peut réagir aussi. Ouais. C'est pas, c'est pas juste des médicaments en poudre, hein, les plantes sacrées, ou bien même si on sort des plantes, les molécules chimiques qui ont été créées, qui sont des Oui. psychédéliques aussi, sont aussi très puissantes, hein. La Les kétamine, DMT, il y a des. J'ai la vu MDMA, la plusieurs. kétamine, c'est très Ouais, très puissant. ouais. Et il faut vraiment savoir s'en servir, sinon on peut effectivement avoir des petits incidents de parcours. Mm. Donc c'est pour dire que voilà, c'est des substances qui vont vous conduire dans des endroits où vous faire atteindre des états de conscience que peut-être en 10 ou 20 ans de méditation, de yoga, de qigong, ou tout ce que vous voulez, vous n'auriez pas atteint. Quoique, peut-être que si, ça dépend des gens. Ouais. Mais en règle générale, ça permet à tous les monsieur Dupont de la spiritualité comme moi j'étais, ou comme je suis toujours d'ailleurs, c'est-à-dire pas quelqu'un forcément de doué, pas forcément. Ça permet quand même à des gens comme moi, ou comme voilà, comme des gens moyens, on va dire, d'avoir des expériences spirituelles de haut niveau Mm. assez régulièrement. Et
Et donc, alors dans les pays où c'est autorisé, donc pas en France, hein, Voilà. Là, c'est ce que je voulais vous demander ah avant oui, qu'on continue. C'est que vous, oui. vous êtes en Suisse et c'est légal Alors moi je suis pas en Suisse, moi je suis en France, mais en les expériences que j'ai France. faites ont été en Hollande au Pérou ou en Suisse ou à d'autres endroits où c'est autorisé effectivement. OK. En France, je dois le dire encore une fois ici, c'est interdit, donc je ne fais pas de propagande et je ne vous C'est incite pas à ça. en prendre dans ce pays-là, Mhm. la France. Pas pour l'instant, en tout cas, tant que c'est pas autorisé légalement. Mais Mais non, grâce à des livres comme le vôtre, voilà. on peut avoir, tu sais, commencer à avoir une plus grande ouverture de conscience à ce niveau-là. Voilà. Mais moi, c'est grâce à des expériences, des rencontres, des Oui. lectures, etc., que je peux en parler aujourd'hui. Mais c'est vrai que bon, mais je peux pas dire à quelqu'un en France, à demander à quelqu'un de vous accompagner parce que voilà, Mm. on se met tous dans l'illégalité. Mhm. Avec fortes amendes et risques de prison. Donc, Ben, c'est ça va. ça. Ici aussi, au Québec, là, bon, en tout cas. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre avec Stéphane? Eh bien, parce que je voulais trouver quelqu'un qui partage et qui puisse transmettre à son tour ou faire le relais, parce que moi j'ai 62 ans, donc je vais un peu m'arrêter d'écrire et de communiquer. C'est peut-être une de mes dernières interviews ce soir. J'en ai encore une avec une explorée, l'INRES, là, au mois de mai, puis après peut-être Ah, on ben, verra. alors je suis d'autant plus heureuse. Et donc, c'était ma compagne qui m'avait dit, tiens, il y a quelqu'un qui parle des psychédéliques, ça te plaira bien. Vous m'entendez? Oui. Oui. Et, donc, je suis allé voir une vidéo de Stéphane qui parlait des psychédéliques. Je me suis dit, mais c'est super, j'ai enfin trouvé un repreneur, entre guillemets, Ah, je c'est-à-dire comprends. quelqu'un avec qui enfin, je peux me m'allier pour transmettre quoi? Ben, transmettre l'aspect spirituel des psychédéliques. Parce que si vous voulez, les psychédéliques sont très multitâches, on va dire. Ils sont capables d'avoir vraiment une action en médecine physique pour des maladies somatiques, en psychologie, psychothérapie pour des maladies psychiques, mais aussi pour le développement personnel, voire spirituel et impersonnel, c'est-à-dire directement la non-dualité, l'union mystique avec le grand tout, etc. Donc il y a une vaste palette d'actions possibles. Or, en France, on est un pays très rationaliste, très cartésien, très euh, voilà, on n'aime pas trop tout ce qui est intuition, tout ce qui est invisible, spiritualité, etc. On confond ça avec la religion, donc on n'en veut pas à juste Mhm. titre à ce niveau-là. Exact. Donc là, si ça se développe, et ça commence à se développer, ce sera dans les hôpitaux, dans un modèle biomédical ou biopsychosocial, en ayant une crainte de tout ce qui est justement état élargi vraiment important de la conscience, tout ce qui est phénomène spirituel ou mystique, alors qu'on sait dans les études que plus il y a des expériences mystiques dans les traitements, pourtant les traitements pour des maladies mentales ou maladies physiques, eh bien, plus il y a des expériences mystiques élevées, il y a des échelles de mesure pour ça, eh ben, plus les changements physiques ou psychologiques vont être durables et intenses. Donc, ça joue un rôle, l'apparition d'expériences spirituelles. C'est pas un gadget, c'est pas un artefact qu'on pourrait très bien éliminer comme ça, qui n'a aucun intérêt, pas du tout. Mhm. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en France, donc, on aura sûrement tendance à privilégier tout ce qui est big pharma, les laboratoires, les médecins dans des cliniques pour une sélection de personnes triées sur le vol, etc. Et peut-être à continuer à l'interdire Ouais. pour tout ce qui est développement spirituel. Or, c'est mutiler ces substances d'une partie de leur pouvoir et de leur intérêt de Mhm. faire ça. Donc, je voulais trouver quelqu'un qui continue à porter cette voie-là, cette voie de l'importance des psychédéliques pour l'évolution spirituelle. Les psychédéliques en tant qu'antéogènes, N-théos génère, gène, qui génère le divin en soi. Wow. Euh, oui, c'est Wow. une autre façon de parler psychédélique, donc, mais plus sur le côté Mhm. spirituel. Et Stéphane le fait immensément bien, et je peux vraiment me reposer sur mes deux oreilles, comme on dit. Il y a la relève qui est assurée, et il est jeune, enfin, en tout cas, il doit avoir 30 ans, 20 ans, 25 ans de moins que moi, je pense. Et il a du chemin, il fait un beau chemin, il commence à être invité partout. Voilà, c'était un délice. Alors au départ, donc, je lui ai proposé de faire des interviews sur sa webcam, enfin son site, Mhm. et qui soient ensuite diffusées sur YouTube. Donc on a fait 6 interviews comme ça, et on s'est dit, mais pourquoi on pourrait pas en faire un livre? Donc on a repris les interviews, mais en fait, c'est pas du tout la même chose les interviews qu'on peut faire sur YouTube et puis le livre. Ça, il a fallu tout reprendre. Parce Oui, qu'on ne hein? se rend pas compte, mais quand on parle en interview, C'est une on part conversation, à droite, à exact. gauche.
on Oui, est imprécis, on met pas les références, etc. Enfin, tout reprendre, c'était comme un gros boulot finalement. oui. Mais ça valait le coup parce que ça a permis justement de... C'est pour ça que ça s'appelle entre science et spiritualité. C'est qu'on reconnaît la science. On reconnaît même les vertus du matérialisme pendant qu'on y est. Mais on dit que c'est pas suffisant. L'approche purement logico-déductive, rationnelle, etc., et matérialiste, scientiste, réductionniste, peut être à reconnaître, mais elle n'est pas suffisante et complète pour comprendre et utiliser tout ce qui se passe lors de la consommation d'un psychédélique. Alors que le modèle post-matérialiste, qui dit que la conscience est première, lui permet d'expliquer beaucoup plus de choses et de manière logique finalement et, et intégrée. Mhm. Donc, entre science et spiritualité, parce que les deux sont les deux pieds qui permettent de marcher. C'est plus difficile de marcher avec une seule jambe que quand on en a deux. C'est plus difficile d'appréhender tout l'intérêt du phénomène psychédélique et de la médecine psychédélique si on n'utilise pas, si on ne connaît pas les résultats de ces deux branches, Mm. matérialiste et post-matérialiste. Vous parlez de plusieurs façons bon, les psychédéliques, qu'est-ce que c'est en fait? Parce que là, on parle de la kétamine, on parle du Oui, DMT, on parle de l'ayahuasca. oui, on parle de LSD, on parle de MDMA ou ecstasy, on parle de CB, on parle de d'iboga, on parle de cactus à mescaline, on parle de champignons à psilocybine, on parle de beaucoup de choses, sans compter tous les nouveaux psychédéliques de synthèse qui sortent en permanence pour échapper à la loi, parce que Oui, tant il y qu'ils a sont même nouveaux, une ils sont pas. cigarette, si je me trompe pas. Pardon? Il y a même une cigarette électronique Oui, avec une oui, oui, cartouche de on peut- DMT. tout à Ça, fait, oui, c'est c'est où? Et intéressant. c'est aux États-Unis ou? Oui, oui, non, non, mais on peut en avoir, mais c'est pas le problème. Mais je veux dire, c'est que ça crée une mini-expérience psychédélique en 10 minutes, parce que ça dure ouais, 10 minutes maximum. Donc, et puis après, vous revenez complètement à la normale. Alors, bien sûr, je le dis, il faut pas le prendre en France. Moi, j'ai fait l'expérience à l'étranger, mais c'est drôlement pratique, parce que pour quelqu'un qui dira, tiens, j'aimerais bien faire une petite expérience, voir ce que ça donne, d'autres réalités, d'esprit, etc. Mais alors, pas longtemps, puis il faut que dans une heure, je dois travailler. Donc, eh ben, c'est possible avec Wow, la DMT. Et wow. même, vous pouvez faire découvrir à quelqu'un qui n'a jamais rien connu et lui faire entrevoir un nouveau monde à explorer. Mais Mhm. encore une fois, et en plus, c'est pas dangereux dans le sens où ça dure très peu de temps et donc il n'y a pas vraiment le temps de faire de bad trip et on revient complètement à la normale très rapidement. Donc il n'y a pas à surveiller les gens longtemps. Mais pas en France. D'accord? Je dis ça pour. Pas au Québec non plus. Voilà. Et puis toujours avec quelqu'un qui accompagne, Ouais, je vais pas faire ça seul, etc., etc. OK. Voilà. Mais alors, en dehors de ça, oui, alors il y a ces fameuses substances, les psychédéliques. Psychédéliques, ça veut dire qu'ils révèlent l'âme Voilà. ou la Mhm. supraconscience, ou la, comment, la conscience individuelle, mais dans le sens du soi de Jung, S apostrophe OI, c'est-à-dire pas le petit moi incomplet et rigidifié dans des défenses Mm. de survie, mais le soi qui a fait le tour du mandala de l'être, qui a exploré toutes ces dimensions, toutes ces ombres, et qui représente l'âme en quelque sorte de la Mhm. personne. Mais c'est Donc, où? ça Ouais. révèle, voilà, c'est aussi les connexions du petit moi avec du petit moi, pardon, de la conscience individuelle avec la conscience universelle, la conscience Ouais. cosmique, la source de l'être, source of being. Donc, ça révèle en fait le divin en soi, comme disait Théogène, quand je disais tout à l'heure, l'étymologie. Ça révèle la partie la plus élevée de notre conscience. Mhm. Ça élargit, ce sont des élargisseurs de conscience. Moi, j'aime pas quand on dit état altéré de conscience. OK. Non, parce qu'on est en ce moment, vous et moi, quand on parle comme ça dans la en état altéré. C'est-à-dire on est en état de réduit de conscience, fragmenté de conscience. Et ceux qui nous écoutent en ce moment sont aussi en état réduit, fragmenté, en état altéré. Quand la petite conscience se redéploie et connaît la grande conscience, alors là, on commence à être en état plus euh, normal, entre guillemets, c'est-à-dire plus proche de la nature réelle de notre conscience. On est en état élargi de conscience. Et moi, j'aime bien ce nom d'état élargi de la conscience. Est-ce Donc, que vous pourriez la me parler possibilité. d'une des expériences qui vous a le plus marqué? Oui, ben, alors, je ne sais pas si c'est intéressant de parler d'une expérience, mais disons qu'il y en a eu quelques-unes comme ça, notamment la première que j'ai faite vraiment intense avec une substance, c'est que la kétamine, il y a bien longtemps de ça, il y a plus de 15 ans. Et c'était vraiment une substance incroyable parce que
Moi, pour moi, la kétamine, ça s'écrit avec un K. Il y a beaucoup de gens qui s'en occupent, dont le nom commence par un K. C'est la substance des synchronicités, Oui, la substance des hasards qui n'en sont pas, oui. des connexions de très haut niveau. Et ce jour-là, j'avais comme intention, ni plus ni moins, de rencontrer le Christ. Enfin voilà, l'esprit Mm. christique. Et pendant que je faisais ma séance, j'ai vu des architectures célestes, des musiques célestes, des sortes d'anges, d'entités, mais surtout, ce qui est très drôle, c'est que mon sitter, mon accompagnant, a entendu sonner à la porte. Il y est allé, moi bien sûr j'étais allongé, j'étais resté allongé. Un sitter, ça sert à ça, à gérer le Mm. quotidien si jamais vous êtes en voyage. Mm. Et, euh, et quand il est revenu, à la fin de la séance, il m'a montré ce que c'était. Il y avait en fait c'était des témoins de Jéhovah ou quelque chose comme ça qui avait donné un papier avec Vous cherchez le Christ. C'était incroyable parce que la Toute une synchronicité, oui. c'est jamais arrivé comme ça. Et au moment où j'ai jeté intention, il y a ça qui tombe. Mais une des grandes séances, c'était au Pérou, l'ayahuasca, la quatrième séance après 2 jours de différentes purges, de différents jeûnes, de différents isolements dans la jungle, etc., de 3 autres séances d'ayahuasca, etc., où là, j'ai vu des choses, j'ai vu des rétrocognitions, j'ai vu des choses qui s'étaient passées dans le passé que j'ignorais, j'ai vu des choses à distance, j'ai vu ma petite fille qui arrivait, elle arrivait 10 mois après, parce qu'il faut un mois d'abstinence après être rentrée du Pérou, Wow. et j'ai vu plein de choses, enfin, qui se sont validées par la suite, et une expérience spirituelle très forte. J'ai vu la puissance des chamans pour repousser certains esprits dans la Maloka. Enfin, tout ce que j'avais appris ou connu par les lectures ou par des témoignages, là, je vivais, quoi, en une seule séance. C'était une séance très, très puissante, très lumineuse, pleine d'amour, en même temps très purgeante, comme c'est le faire l'ayahuasca. Mais enfin, on pourrait dire que chaque séance a ses particularités, chaque séance amène quelque chose. Ouais. Si c'est bien fait et pris avec une bonne intention et une bonne connaissance, chaque séance amène un petit bout du puzzle cosmique dans lequel vous êtes intriqué, dans lequel votre vie a un sens. Ouais. Comme le fil dans une grande tapisserie de 2 mètres, il y a des petits fils, chaque fil est important, chaque fil constitue un des éléments de détail qui constituent l'ensemble. Mais si on colle son nez là-dessus, on ne comprend pas quel est l'ensemble. Il faut s'éloigner. Et les substances vous font vous éloigner pour voir votre place dans le grand ordre cosmique ou la place de votre conscience. Et donc, chaque fois, vous apprenez quelque chose de beau et parfois de pas facile, de pas forcément très Mm. flatteur. Il y a des fois, c'est très flatteur et des fois, ça n'est pas. Sur qui vous êtes vraiment et ce que vous pouvez faire dans cet univers. Donc, La, la sauge divinatoire, la oui, Salvia divinorum, oui. projette dans des mondes parallèles peuplés Oh là là, oui. d'entités autonomes qui étaient étonnés de vous voir là. Vous aviez un Oui, corps lamellaire comme des feuilles oui. d'une plante. Mais comment vous le savez, ça? Ben, parce que c'est écrit dans votre livre. Ah, d'accord, ok. Ah, bah oui, oui, d'accord. Moi, Bah, je j'ai me rappelle. adoré ça Effectivement. parce que Oui, ça oui, oui, prouve. c'était très, très, très fort. La sauce divinatoire vous amène vraiment dans des réalités parallèles. Vous êtes en même temps là et ailleurs. Et il y a vraiment des esprits autonomes et qui se demandent parfois ce que vous foutez là. Et comme vous pouvez vous demander, tiens, mais c'est Donc, il y a quoi ça? des êtres là d'une autre Et dimension. c'est très, très puissant. Et il peut y avoir aussi, moi, je m'étais transformé à un moment en une sorte de nourrisson clown où je riais, mais de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon corps, des pieds, du bout des orteils jusqu'à la tête. C'était un rire incroyable, quoi. Comme les nourrissons, quand ils éclatent de rire, c'est régénérant et Ouais. réjuvénant, je sais pas comment redire. Ah, Rajeunissant, je sais pas. mais je me suis fait, ça avec aussi la chose divinatoire, j'ai fait le pire bad trip de ma vie où là je pensais que j'étais coincé pour l'éternité dans une cellule de cuir d'un canapé ou d'une semelle, je sais pas ce que c'était, et d'autres étaient capturés avec moi. Et ça y est, comme Pinocchio quand il se transforme en âne, les enfants quand ils sont amenés au manège, et puis Ouais. qu'après ils reviendront plus jamais des petits garçons. Là, j'avais l'impression de m'être fait avoir et de ne plus jamais revenir. Et quand je suis revenu, j'étais vraiment, j'ai dit bon, j'arrête, je fais plus de sauge divinatoire. Et après, j'en ai fait, mais parce que ça, c'était en fumée, en extrait fumé, c'est extrêmement puissant. Un peu OK. comme la DMT, c'est très puissant et très rapide, et ça OK. dure peu de temps. Donc on peut pas le gérer vraiment, on est projeté dedans. Alors que OK. si vous mâchez pendant une demi-heure les feuilles de sauge divinatoire, et qu'après seulement vous recrachez les feuilles, et que c'était en sublingual, sous la langue, par votre salive que c'est passé, là, il y a une expérience beaucoup plus douce, gérable et chamanique. OK. Donc il y a plusieurs façons de prendre la sauge divinatoire, et il y a une façon chamanique qui vaut mieux que celle fumée, qui est trop trop violente. Enfin, en tout cas pour des gens qui ne sont pas spécialistes de ça. Mhm. Mais enfin bref, oui, c'était très enseignant. Mais de toute façon, je pourrais vous dire avec des champignons des séances très enseignantes. Je pourrais vous dire, euh, c'est
Mais il faut pas. C'est presque, je dirais, presque secondaire, le spectaculaire, l'intense. C'est ça, il Parce que faut... souvent, Ouais, les enseignements qui sont donnés sont plutôt subtils, plutôt, comment dirais-je, suggérés, plutôt doucement délivrés, plutôt euh, par prise de conscience, mais pas brutale. Parfois, ça peut être des prises de conscience très grandes, mais c'est un changement qui s'assigne en vous et que vous retrouvez à la sortie de la séance et vous sentez quelque chose à bouger. c'était Mais ma après, bien sûr, il y a des question. choses très précises qui se passent. Il y a même des phrases parfois, des images très très précises qui vous restent à vie, Ouais, des mantras, des yantras, enfin bref, il y a des tas de choses qui sont typiques, hein, que vous ne retrouvez pas forcément ailleurs que dans les séances psychédéliques. Mais voilà, mais il ne faut pas chercher forcément le spectaculaire, faut plutôt apprendre à naviguer, à danser avec, à s'imprégner d'eux, à intégrer ouais. ensuite, à assimiler ce qui Parce que vous est dit. chaque expérience, c'est personnel à chacun. Voilà. On Moi, a c'était même juste pour donner un pers- exemple. oui, une même personne avec la même substance, à la même On dose, verra pas la en même fonction du chose. moment, elle ne fera pas la même C'est séance. ça. Alors ne parlons pas de différentes substances, différentes personnes, différentes doses. C'est Mm. imprévisible. Il y a un côté roulette cosmique russe ou Disneyland cosmique. On ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, l'important justement, c'est d'avoir une bonne attention, une bonne préparation, parce que ça va orienter utilement et ça va permettre de répondre à des questions ou permettre d'opérer des transformations utiles pour la personne ou nécessaires. Alors que si on le fait juste à titre récréatif, C'est en ça. sachant pas ce qu'on a pris, à Mm. quelle dose, en mélangeant ça avec de l'alcool, non accompagné, etc., alors là, c'est là que ça peut devenir vraiment dur pour la personne et pas du tout thérapeutique. C'est Et même- important parce que ce que vous mentionnez là, c'est que les gens habituellement sont dans un système où euh, on veut se sortir de la réalité avec différentes substances, que ce soit des antidépresseurs, de l'alcool, de la drogue, tout ce qui est là pour nous sortir au lieu de nous ramener à qui on est. Alors oui, que ce que vous mentionnez là, ce qui est important, puis c'est ce que j'aime, c'est que les psychédéliques, c'est pour nous ramener à qui on est vraiment et non s'éloigner ou se mettre la tête dans le sable de nos douleurs, de nos blessures, c'est tout de, à fait. d'être face à ça maintenant. Puis c'est ça l'avenir. Oui. Alors effectivement, ce ne sont pas des drogues. C'est-à-dire que le but n'est pas de créer des plaisirs artificiels ou des paradis artificiels. Souvent, on plonge un peu au contraire dans des choses difficiles, pour pas dire des enfers, avant de remonter à la lumière avec comme le plongeur qui est allé chercher une perle dans les fonds de la mer et qui a réussi, au bout de plein d'efforts, à la ramener. Ce ne sont pas des drogues. Hein, c'est pas de l'alcool, c'est pas de la nicotine, c'est pas de l'héroïne, c'est pas des amphétamines, c'est pas de la cocaïne. Tous ces produits que je viens de vous citer, ils activent le système à dopamine, qui est le système de la récompense et du plaisir, Mhm, mhm. qui crée justement le besoin de répéter et Voilà. de l'addiction. Alors qu'au contraire, les psychédéliques agissent sur d'autres récepteurs, d'autres molécules cérébrales, et du coup, elles ne créent pas de dépendance. Et non seulement elles ne créent pas de dépendance, mais elles en traitent. C'est ainsi que tous les psychédéliques sont d'excellents médicaments pour traiter les addictions à l'alcool, à la nicotine, aux Voilà. amphétamines, à la cocaïne, à l'héroïne ou aux opiacés. Exact. Ça a été démontré En à chaque plus. fois, dans Mhm, chaque étude. mhm. Donc c'est pour ça que c'est important de le dire aujourd'hui, parce que s'il y a des parents qui tombent là-dessus, qui disent, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais il est médecin, mais il va dire à nos enfants de prendre de la drogue? Pas du tout. Ce n'est pas addictogène, au contraire, c'est anti-addictif. Mhm, Et d'ailleurs, quand vous avez pris les psychédéliques, vous voyez que vous n'avez pas envie de recommencer tout de suite, parce que c'était pas forcément facile, c'était intense, il faut le temps d'intégrer, il faut le temps de digérer, mhm. et c'est pas du tout comme de l'alcool où vous bourrez la gueule, excusez-moi l'expression, Ouais. deux fois dans le week-end ou trois fois ou quatre fois dans la semaine. C'est pas du tout ça. Il faut vraiment un temps énergétique, psychologique et spirituel pour récupérer. Mhm. Donc les gens n'en abusent pas. Euh, Vous faites face à, bon, ce que j'ai lu dans le livre, qui m'a paru étonnant, mais en même temps, les, euh, toutes les gens qui sont au niveau d'un cheminement spirituel, il y en a plusieurs qui sont pas très enclins à accepter les psychédéliques. oui. Bah oui, parce que si vous voulez, il ne faut pas être dans une logique d'exclusion. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Mm. Ça peut être l'un et l'autre. C'est-à-dire il a été montré par de nombreuses études
là encore, c'est des études, c'est pas juste mon imagination ou un vœu pieux, que ça se mutualise, ça se synergise les techniques spirituelles sans substance avec les techniques spirituelles avec substance. Par exemple, une technique spirituelle qui est utilisée dans le monde entier, qui est peut-être la plus connue, la plus transversale de toutes, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience ou la méditation, Oui. Vipassana. Eh bien, les études ont montré que quand les gens étaient férus ou experts en méditation Vipassana, ils naviguaient plus facilement dans les expériences psychédéliques, ils obtenaient de meilleurs résultats avec ces expériences-là, ils avaient des expériences plus favorables, plus faciles à gérer, etc. Donc, la méditation aide à l'expérience psychédélique. Et inversement, les gens qui avaient une grande habileté d'expérience psychédélique, quand ils se mettaient à la méditation, ils progressaient plus vite que les autres, parce qu'ils avaient l'habitude des états élargis de la conscience. Wow. Et que quand les gens faisaient les deux, les programmes où il y avait les deux, c'est-à-dire méditation plus psychédélique, ça donne encore de plus grands résultats que l'un ou l'autre séparément. Donc vous voyez, on n'est pas du tout à exclure en disant ah, il y en a un qui est valable, et puis, qui est le vrai, et puis l'autre, oh, c'est trop facile, les substances, nanani, nanana, no pain, no gain, morale judéo-chrétienne. D'ailleurs, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de no pain, parce que c'est pas facile non plus à vivre l'expérience psychédélique. C'est du travail aussi, du travail sur soi. Donc voilà, il y a des gens qui sont prompts à juger les choses qu'ils connaissent pas. Et souvent, les gens qui sont de la spiritualité et qui crachent entre guillemets sur les substances psychédéliques sont des gens qui n'en ont jamais pris. Et voilà. Parce que s'ils en avaient pris avec précaution, discernement et expertise, ils diraient ah c'est un excellent adjuvant pour la méditation ou pour le yoga ou pour le soufisme ou etc. D'ailleurs, dans beaucoup de branches, d'ailleurs, et ça, Stéphane Singer l'a bien montré dans son livre, l'expérience interdite, tu crois? Non, c'est pas l'expérience interdite, c'est la flûte alors. C'est comme il faut le faire quand même. C'est la sagesse interdite. Voilà. Il a bien montré que de tout temps, dans toutes les religions, à l'origine des branches mystiques ou ésotériques ou à l'origine même des grands prophètes, ils étaient tous pratiquement tous passés par une expérience liée à la consommation d'un antéogène, d'un psychédélique. Donc c'est quand même fort de café qu'ensuite ceux qui sont de la même branche, ils disent non, faut pas parce que c'est pas bien. Alors que leur précurseur, leur messie, leur prophète, leur fondateur, à eux, lui, avait pris quelque chose. L'hostie, jusqu'au 3e siècle ou 4e siècle après Jésus-Christ, était psychédélique. C'est après seulement qu'elle a été neutralisée et que c'était devenu du paradigme. Donc J'en ai pris souvent des hosties quand j'étais à l'église. Ben Plus voilà, jeune. là, psychédélique. Ben non. Donc vous voyez, tout ça pour vous dire que c'est des. Il y a toujours des gens qui veulent finasser, qui disent ah, non, non, c'est pas bien, il faut que ci, que Ouais. ça, Il y a sous dans le jugement. voilà, sans connaître, sous Ouais. prétexte que quoi? Que ça serait trop facile, c'est une grâce gratuite, et pourquoi pas? Et puis d'ailleurs, c'est pas gratuit, faut le vivre déjà, cette expérience. Puis deuxièmement, pourquoi la nature aurait-elle mis à notre disposition de tels instruments? Mhm. Parce qu'il y a de tels outils de connexion avec la sagesse du cosmos. Pourquoi elle aurait mis ça à disposition comme ça par hasard? Non, il y a pas de hasard. Ces substances sont là pour nous guider, nous aider à nous connecter au monde du vivant, à l'intelligence, la complexité de la vie, à l'amour qui s'en dégage. Et donc voilà ce que je réponds aux gens qui disent il faut pas, c'est pas bien, ça vaut pas, c'est pas la même chose, c'est pas aussi important, c'est artificiel, patati patata. Ok, bah, continue à penser ça. Moi, je sais que je connais ces deux méthodes et que je trouve qu'elles vont très bien ensemble et qu'elles se donnent la main. Comme je disais, il faut Ouais. deux pieds, la science et la spiritualité, il faut deux pieds. Pareil, les psychédéliques et les méthodes spirituelles sont psychédéliques. C'est toujours intéressant. Là, vous mentionnez dans le livre les chercheurs matérialistes. On ne cherche pas à obtenir une expérience d'état élargi de conscience, mais plutôt de développer des produits pour être plus compétitifs, moins fatigués, plus productifs, plus créatifs, des nouvelles classes d'antidépresseurs pour mieux fonctionner dans la société. Alors, Oui, alors ça, c'est face à ça que vous êtes en ce moment. alors, disons, là, ce dont vous parlez, et la façon dont vous le présentez, c'est plutôt le microdosing, c'est-à-dire ce qui OK. s'est passé au départ dans la Silicon Valley, c'est-à-dire on prend un dixième de la dose vraiment forte psychédélique et on en fait quelque chose qui est pas là pour dissoudre l'ego ou le faire mourir puis renaître pour un changement en profondeur, mais qui est là pour fortifier l'ego. Donc c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire effectivement augmenter ses capacités cognitives, améliorer l'humeur, diminuer certaines douleurs, favoriser l'attention, la concentration, la mémorisation, etc. etc. Donc c'est plutôt pris comme des médicaments effectivement classiques OK. à ce moment-là. On n'est plus dans des psychédéliques, mais des psychostimulants, on va dire. Voilà. OK, je comprends. Euh, Mais des psychostimulants moins dangereux quand même que les amphétamines et la cocaïne, c'est vrai.
c'est vrai que des microdosages psychiques n'ont pas ces inconvénients pour la santé qu'ont les psychostimulants justement dopaminergiques, c'est-à-dire qui agissent sur la dopamine et qui sont des drogues. Donc OK. effectivement, c'est déjà un progrès. Et on Il ne y a peut un pas blâmer progrès. du tout les gens. Moi, je ne serais pas du tout. Bon, bien sûr, les gens ont le droit de faire ça puisque ils font du bien à leur cerveau. C'est plutôt du neurohacking, comme on dit, de la neurostimulation, des, je ne sais plus comment on appelle ça aussi, des nootropiques qui favorisent l'éveil dans le sens de la stimulation, Mhm. pas l'éveil au niveau sagesse. Et donc, pourquoi pas? À partir du moment où ça ne crée pas de dépendance et de lésions au cerveau, bien sûr, et c'est le cas. Donc, même il y en a qui disent que c'est moins dangereux que les antidépresseurs et les benzodiazépines de prendre des psychédéliques au microdosage. Il y a moins d'effets secondaires et il y a moins d'effets sur le cerveau qui pourraient être négatifs sur le cerveau, entre guillemets. Mhm. Donc, oui, oui, là, on parle de ça, on parle d'un usage à microdose. Parce qu'il y a trois usages pour les psychédéliques. Il y a le microdose, au service de l'ego. Il y a ce qu'on appelle le côté psycholytique. Lytique parce qu'il diminue les défenses, les mécanismes de défense psychologique, donc ils permettent l'apparition de l'inconscient personnel, en lien avec la biographie personnelle et ce qui est arrivé dans la vie. C'est un peu des adjuvants pour booster les psychothérapies habituelles. OK. Et ça, c'est les doses moyennes. Et puis il y a les doses fortes, on appelle ça thérapie psychédélique à ce moment-là. Et là, on passe dans le transpersonnel, dans au-delà du petit moi, dans le mystique, le spirituel parfois aussi, dans les autres réalités, etc. Et là, c'est une thérapie en soi. Et pendant les grosses doses, d'ailleurs, on ne peut pas tellement intervenir. Alors que dans les doses moyennes psycholytiques, le thérapeute peut intervenir, faire des interprétations, des propositions d'associations ou des interventions corporelles, ou etc. Bref, dans la dose psychédélique, souvent, les gens sont emportés par l'expérience, et il vaut mieux qu'ils le soient. Et ils ont des bandeaux sur les yeux, ils ont de la musique dans les oreilles, ils ne bougent pas, ils sont allongés pour faire un voyage intérieur-extérieur, puisque ce qu'on va rencontrer à l'intérieur, ça va être aussi présent à l'extérieur dans le cosmos. Donc, mais bref, on fait une expérience très complète. Mais là, il ne faut pas interférer trop avec l'intelligence de l'âme de la personne, de la substance et des champs de Mhm. conscience connectés au cours de l'expérience. Là, on n'intervient pas. Le thérapeute ne se met pas en travers du chemin. Il OK. laisse faire. Hein. Il fait confiance au processus. Dans les fortes doses, comme Grof, Stanislav Grof l'a très bien montré dans les années 70. Hein, on a des petits jeunes là dans les études qui ont l'air de redécouvrir l'Amérique, de tout redécouvrir. Ils parlent sans arrêt de Carhartaris, etc. Leurs idoles, quoi, nord-américaines ou anglaises. Mais en fait, ces gens-là n'ont absolument. Bon, ils montrent de manière scientifique, on va dire, en faisant des études contrôlées en double aveugle contre placebo ou autres, randomisées, mais ils n'ont pas du tout inventé le modèle de soins. Ça, c'est des anciens, comme justement Stanislav Grof ou d'autres qui l'ont mis au point. Mais Mhm. on ne le cite jamais pratiquement. Il y a OK. des gens, ils font comme s'ils ont tout redécouvert, quoi. Je Ouais. trouve ça, pas du révisionnisme, mais c'est un manque de respect envers les aînés et envers les gens qui vous portent sur leurs épaules. Mm. Et donc, il faut toujours rappeler hein, des gens comme Stanislav Grof, précurseur. C'est lui auquel le plus fait de thérapie psychédélique au monde. Hein, il a dû faire 3000 ou 5000, je ne sais plus combien de thérapies LSD suivies, hein, des accompagnements. Oui. Plus, il a étudié plein de substances. Il a écrit plein de livres sur les états holotropiques ou élargis de la conscience. Donc ça, on dirait que les petits jeunes, ils savent pas. Quoi. Ils recommencent à partir du laboratoire et des petits neurones, des petits récepteurs sur les neurones, par le petit bout de la lorgnette. C'est dommage. J'espère qu'un jour, ils reliront Groff au moins. Ouais, j'ai fait une entrevue, je pense, avec une psychiatre il y a pas très longtemps qui avait étudié avec Stanislas Grof. Ah, ben voilà. Et Il y a c'était quelque chose. super intéressant, et on le mentionnait. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens qui veulent vivre cette expérience-là, l'ayahuasca ou le... Ben, de Parce se que, renseigner par le bouche à oreille, ouais. parce qu'il y a effectivement au Portugal, en Espagne, par exemple, des centres qui sont fiables Mhm. et qui, de par le bouche à oreille que j'ai eu, de par les retours d'expérience de gens qui sont allés de confiance et qui étaient expérimentés dans ce domaine, qui se sont sentis bien encadrés avec suffisamment de gens compétents pour les accompagner, dans des bonnes conditions de sécurité, avec respect des protocoles et des rituels possibles. Donc il y a des endroits en Espagne, encore plus au Portugal, c'est encore plus permissif à ce niveau-là au Portugal. OK. Et ça, ils ont pignon sur rue, donc il suffit d'aller sur cérémonie d'ayahuasca, Espagne, Portugal.
vous allez trouver sur Internet. Donc c'est bien parce que vous ne serez pas dans des conditions illégales et la bonne qualité est là. Après, il y a des très bonnes qualités. C'est par exemple la Takiwasi au Pérou chez Jacques Mabi. Moi, c'est là que j'étais allé. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Il est devenu chaman lui-même. Il est entouré de chamans. C'est très, très, très bien intégré entre le modèle médical occidental et le médical traditionnel ancestral. Donc c'est vraiment. Ça, avec lui, c'est de la ayahuasca, Oui, voilà, c'est les l'ayahuasca. chants et tout ça. Voilà, tout à fait. OK. Après, il y a des gens, pareil, dans ces pays-là, qui font des cérémonies de champignons, par exemple, psilocybine. Même aux Pays-Bas, il y a il suffit de mettre, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est qui font prendre des champignons à psilocybine aux Français, aux francophones. Et c'est légal en Hollande. OK. Vous trouverez, je ne sais plus exactement le nom, mais enfin bref, c'est pas moi je ne vais Juste pas faire de l'agence. pour Mais si c'est mentionner de ne pas aller faisable, n'importe où, là. faisable. Il y a des pays et des centres sérieux. Et d'ailleurs, il faut se renseigner. Après, une fois que vous regardez s'il y a des gens qui témoignent, vous allez sur les sites, par exemple, de français, par exemple, francophones, des gens qui connaissent les psychédéliques ou qui consomment les psychédéliques, et vous posez la question et vous aurez des adresses, très probablement. D'accord. Mais il ne faut pas faire ça dans un mauvais contexte, C'est au ça. hasard, avec des gens qui sont là juste pour faire la fête, sans respect pour la substance et les soins. C'était ma crainte, oui. Ah, voilà, tout à fait. Il ne Mm, faut pas faire ça mm, sans connaître mm. la dose exacte. Il y a des fois, les gens disent, j'ai fait une expérience de telle chose, mais je dis, mais à quelle dose? Ah, je sais pas. Ah, vous savez pas. Mais alors, comment vous allez faire la prochaine fois? Vous allez pas Mm. savoir quelle dose demander, vous n'avez pas pu vous calibrer, vous n'avez pas pu savoir ce qui allait pour vous, ce qui n'allait pas. Donc, il faut vraiment faire ça dans les règles de l'art, comme on dit. Exact, exact. Euh, alors, Stéphane mentionnait, il disait, qui sait si ces découvertes ne sont pas influencées par la conscience qui appelle à être vue. Je pense Oui, qu'on est rendu à un point où c'est le cheminement de la personne est rendu là et les gens sont rendus là à sortir des dogmes, à sortir des religions, mais à aller vers une vraie spiritualité, voilà, direct, sans intermédiaire. Et sans par l'expérience. intermédiaire. Et par l'expérience. Pas par le dogme, pas par la croyance. Et Tout voilà. à fait. Et de plus en plus, de conscience s'ouvre et la conscience aime la conscience, c'est-à-dire la conscience attire la conscience. Et Mhm. l'expansion de la grande conscience universelle ou transpersonnelle ouvre les petites consciences à elle et les attire C'est à elle. ça. Donc il y a des hasards qui n'en sont pas et auxquels les gens font des rencontres et donc justement ont des adresses pour prendre ça de bonne condition et tout. Donc ça se fait. Mhm. Avant on disait quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Oui, oui. Là on pourrait dire que quand la conscience s'ouvre, la substance Apparaît. découvre. Mais Oui, voilà, il ne faut pas s'affoler. oui. C'est pas une urgence non plus, Mm. parce que il y a tellement un mouvement de mode et de foule que Ouais. moi je me méfie toujours. Il vaut mieux attendre un peu, pas se précipiter, attendre que les touristes soient passés les premiers, puis une fois que ça se calme un peu, on peut y aller, quoi. Mhm, mhm, mhm. Écoutez, merci, un énorme merci. Est-ce que, bon, vous continuez votre profession parce que vous Alors sembliez moi je vais dire que pas à la vous retraite. alliez à la Non, retraite? non, moi j'ai 62 ans et même si en France j'ai pris 6 mois à cause de Monsieur Macron, que je ne salue pas au passage, j'aurais pu être à la retraite dès le 1er avril de cette année. Et là j'attends le D'accord, 1er novembre. Mais je suis en pré-retraite de toute façon, donc je ne travaille plus. Voilà. d'accord. Ben, peut-être que vous allez continuer à écrire. Alors, je suis sur un livre. Ah En fait, ah, je dis toujours c'est le dernier livre, c'est la dernière ah fois, puis ah. je me fais toujours avoir. Là, mais je pense que ce sera mon dernier livre là. Là, D'accord. ça va s'appeler Les psychothérapies assistées par psychédéliques en fin de vie. Ah Deux oui. points. Une aide au mourir vitale et non létale. Euh, En gros, sur ah, c'est... l'assistance grâce aux psychédéliques des gens qui ont une maladie grave Mhm. et curable et évolutive, et comment les psychédéliques peuvent les aider à soulager la souffrance physique ou psychique, ou à passer le cap spirituel, Tellement. émotionnel de la mort qui s'approche. Eh Et ça, oui. c'est très, très, très beau et très, très, très utile. Mhm. Et d'ailleurs, là, il n'y a aucun risque de dépendance, il n'y a rien à dire, parce que les gens, ils vont bientôt mourir. Donc, De toute c'est façon, vraiment oui. une aide à la fois pour les équipes de soins palliatifs, mais Mhm. aussi pour les familles, mais aussi pour ceux qui accompagnent les mourants en général dans leur vie quotidienne. Et, euh, et voilà.
Eh bien, peut-être qu'on se reverra pour l'entrevue avec votre nouveau livre, si vous voulez. Merci beaucoup, docteur Chambon. C'était tellement précieux pour moi parce que, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je pense que c'est l'avenir. C'est là qu'on se dirige. Peut-être que ça va prendre plusieurs années, mais je pense que quand les gens vont réaliser qu'ils sont plus que juste un corps, juste un ego, qui Tout ont à fait. une partie d'eux qui sont tellement plus grands, puis qu'on est tous Ouais, reliés les uns aux autres, tout à ça fait. peut pas faire autrement que de changer. Et ça, vous le vivez facteur X avec les psychédéliques. Tout ce que vous venez de dire, cette Ouais, interconnexion, c'est ça. cette indépendance de la conscience du corps, tout ça, et c'est pour ça que c'est utile pour les gens qui sont mourants ou en fin de vie, parce qu'ils peuvent réaliser grâce à l'expérience psychédélique notamment, hein, mais c'est Mhm, assez rapide comme ça. mhm. Ils sont plus qu'un petit moi étriqué qui va mourir avec le cerveau. Ils sont beaucoup Voilà. plus, Qu'il n'y a ça les rien aide à vivre, après, voilà, ça les aide à vivre différemment, dans ne plus c'est avoir peur ça. de la mort, par exemple, Ouais. ou beaucoup moins. Ben, Un, merci à toutes et à tous de nous un avoir énorme écoutés. merci. J'espère que vous avez aimé l'entrevue. Partagez l'entrevue. C'est important d'ouvrir les consciences. Et merci énormément de votre présence et de votre Merci, cheminement. Merci d'amener les gens vers ça. merci Suzy. Au revoir. Au revoir.